l'aspect épidémiologique de la cataracte à l'hôpital militaire dont il a la responsabilité. Merci Madame le modérateur, chers congressistes, bonsoir à tous. Nous allons vous présenter un travail qui porte sur les aspects épidémiologiques et cliniques de la cataracte en milieu hospitalier à Douala. Et cette présentation est sans conflit d'intérêt et sera abordée selon le plan que voilà. Henri Amar, en 1993 déjà, définissait la cataracte comme une opacification plus ou moins complète du cristallin, responsable d'une baisse d'acuité visuelle plus ou moins importante selon le degré d'opacification et la topographie des opacités cristalliniennes. Elle est de causes multiples et constitue ubiquitairement un problème de santé publique. Avec une prévalence variable dans le monde, en 2020, aux États-Unis, 30 millions d'Américains étaient atteints et le tiers souffrait de cécité. En France, 20% de la population après 65 ans était concernée. En Afrique, 30 000 nouveaux cas de cataracte sont observés chaque année depuis 2021. Au Cameroun, Afetane et collaborateurs trouvaient 5,1% en 2017 au cours d'une campagne de santé communautaire dans la région du centre. Alors, nous nous sommes posé la question de déterminer les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la cataracte en milieu hospitalier public dans la ville de Douala. Ceci nous a semblé important ou opportun. Pour y arriver, nous avons mené une étude observationnelle et descriptive à collecte rétrospective des données dans les services d'ophtalmologie de 4 formations sanitaires publiques de la ville de Douala, que sont l'hôpital militaire de région numéro 2, l'hôpital général de Douala, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala et l'hôpital Lakentini sur 6 ans, de janvier 2017 à décembre 2022. Tous les dossiers médicaux exploitables ayant pour diagnostic de travail la cataracte étaient retenus après obtention de toutes les autorisations administratives du comité d'éthique universitaire et des hôpitaux concernés. Les données collectées étaient saisies puis analysées à l'aide du logiciel IBM SPSS version 23.0 et la 11e classification internationale des maladies était utilisée. 702 dossiers sur 95 093 consultations étaient retenus, soit 1147 yeux atteints de cataracte pour une fréquence de 0,74%. Celle-ci est 7 fois plus petite que celle d'Afetana et collaborateurs en milieu communautaire. Cette faible fréquence pourrait se justifier par le caractère jeune des populations des milieux urbains, vues en consultation, traduisant que la cataracte serait une pathologie du monde rural ou communautaire. L'âge moyen était de 63 ans, conforme aux données de la littérature africaine, et différent de celui des Occidentaux situés à plus de 70 ans, justifié par l'espérance de vie dans chacun des environnements, avec un sexe ratio proche de 1. Le secteur informel prédomine, sachant qu'il s'agit prioritairement des marchands ambulants, ce qui conforte les travaux de Sovogui et collaborateurs en Guinée et de Djigimde et collaborateurs au Burkina Faso. Sur le plan clinique, les antécédents médicaux sont dominés par l'hypertension artérielle et le diabète, dont les fréquences sont supérieures à celles des Africains de l'Ouest, que sont Kofi en République de Côte d'Ivoire en 2015, Napo au Mali et en 2020 et Sovogui en Guinée-Conakry en 2022. Tandis que les antécédents ophtalmologiques retrouvés sont conformes aux données de la littérature africaine de l'Ouest, Sovogui en Guinée et au Maghreb, avec Ahmed et collaborateurs au Maroc en 2017. Et la baisse d'acuité progressive était le maître symptôme, résultat conforme aux données de la littérature africaine et occidentale. 3 patients sur 5 présentaient une cataracte bilatérale asymétrique, relativement conforme aux données de la littérature, avec une fréquence de cécité de 33,5% sans correction optique. Ce résultat est à mi-chemin entre celui d'Afetan collaborateur dans une communauté dans la région du centre au Cameroun et d'Ahmed au Royaume du Maroc. Toutes les formes cliniques de la cataracte sont retrouvées et 3 yeux sur 5 présentent une cataracte sénile, surtout chez les plus de 50 ans, même si le doute persiste devant un diabétique ou un ancien contu ayant développé sa cataracte tardivement au même âge, celui d'une cataracte sénile. Avant de conclure, précisons que les formes immatures prédominent.
Et en conclusion, la fréquence hospitalière de la cataracte en milieu urbain est faible, 0,74%. La cataracte dans la ville de Douala touche les patients âgés de plus de 60 ans travaillant dans le secteur informel. La cataracte sénile est immature, d'atteinte bilatérale, engendrant une baisse d'acuité visuelle souvent progressive chez un patient hypertendu et ou diabétique est celle qui est la plus fréquente. Selon la 11e classification internationale des maladies, la cécité de 33,5% et sans correction reste réversible dans plus de 30% des cas. Serait-elle donc un problème de santé publique pour les populations rurales et moins pour celles dans notre milieu urbain? Une étude déjà en cours nous aidera à élucider cette hypothèse. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, professeur Koki. On se serait attendu à ce que la cataracte soit plus fréquente en milieu hospitalier. Et là, on voit que c'est peut-être aussi parce que c'est du tout venant, des enfants et des petits, et on sait bien que la cataracte augmente avec l'âge. La prochaine communication est de Dr Tédan sur l'évaluation des résultats fonctionnels de la chirurgie de la cataracte pendant une campagne menée à l'hôpital centre universitaire L'Amitié du Tchad. Amitié Tchad-Chine, pardon. CHU de N'Djamena. Il n'est pas là. Il n'a pas pu venir. Alors, nous passons à la présentation de Dr Ndongo qui entre à propos, juste à temps, sur l'effet de la chirurgie de la cataracte sur la pression intraoculaire. Merci Madame la modératrice et merci cher maître, chers congressistes. C'est un honneur pour nous de présenter notre travail sur l'effet de la chirurgie de la cataracte sur la pression intraoculaire, étude transversale analytique. Nous ne déclarons aucun conflit d'intérêt lié à ce travail et nous suivrons le plan classique suivi plus le matin. La cataracte est la première cause de cécité évitable, curable, et dans son évolution naturelle, elle peut entraîner un glaucome chronique par fermeture d'angle par le biais d'une cataracte, d'un glaucome phacomorphique. C'est ce qui justifie le fait que l'exérèse du cristallin à lui-même peut être considéré comme un traitement même du glaucome chronique par fermeture d'angle, comme dans l'étude Eagle, que nous connaissons très bien. En effet, il y a donc une baisse de la PIO qui a été constatée dans cette étude, une RCT, une étude de randomisée et contrôlée, et une baisse de la PIO avec une amélioration de qualité de vie qui permettait donc de traiter l'hypertonie liée à l'encombrement styrique du cristallin dans cette fermeture d'angle. La chirurgie de la cataracte a également été reconnue dans plusieurs études comme un moyen de traitement de certains glaucomes primitifs par fermeture d'angle, où on observait, comme dans l'étude de Hazem et collaborateurs, un succès complet dans 69,5% des cas et une qualification de succès dans 30% des cas. La réduction de la pression intraoculaire peut être en réalité globale dans le cas de la chirurgie de la cataracte, pas seulement dans le cas de fermeture d'angle. C'est ce que montre l'étude de Kuhn et collaborateurs Ling et Marsenberg, où les patients suspects ou non glaucomateux voyaient leur pression intraoculaire moyenne diminuer par la chirurgie de la cataracte. Il y a donc un intérêt de considérer la chirurgie de la cataracte dans la prise en charge des patients qui présentent à la fois une cataracte et un glaucome ou une hypertonie. Dans notre contexte, il n'y a pas beaucoup d'études qui se sont intéressées sur l'effet de la chirurgie de la cataracte sur le contrôle de l'hypertonie oculaire. D'où notre étude qui visait donc à étudier la variation de la pression intraoculaire chez les patients opérés de cataracte. De façon plus spécifique, il s'agissait de déterminer les caractéristiques socio-démographiques des patients opérés, leurs caractéristiques cliniques et de comparer les pressions intraoculaires avant et après chirurgie de la cataracte. Pour cela, nous avons donc mené une étude transversale analytique dans 3 sites, c'est-à-dire 3 hôpitaux de référence à la ville de Douala, d'une durée de 3 mois, avec une revue des dossiers de patients opérés de cataracte sur 5 ans. L'échantillonnage était de convenance, les critères d'inclusion étaient dans 6 patients opérés de cataracte et suivis sur site pendant au moins 6 semaines.
Le dossier complet pour les principales données recherchées, l'âge, le sexe, le type de cataracte, le type d'intervention et la pression intra-oculaire avant et après chirurgie. Nous avons exclu de cette étude les patients qui avaient une cataracte traumatique à raison de l'effet du traumatisme probable sur l'angle et les patients opérés de glaucome. Nous avons considéré comme hypertonie, de façon classique, une PIO supérieure strictement à 21 mm de mercure. Et tous les patients ont été opérés par la FACO-A. L'analyse des données a été faite avec le logiciel SPSS version 25. Le test de Suden pour comparer les moyennes a été utilisé et nous avons réalisé une régression logistique binaire pour rechercher les facteurs associés à la baisse de la PIO en les dissociant des facteurs confondants. Une corrélation des Pearson également a été étudiée pour comparer la variation entre la pression préopératoire moyenne et la pression post-opératoire avec une significativité qui a été fixée à 5%. Chers congressistes, nos résultats discutés. Nous avons donc eu un échantillon de 45 sujets, soit 52 UE, avec une prédominance du sexe féminin, un âge moyen des patients qui était de 65,88 ans, qui montre bien que la cataracte opérée dans nos contextes reste l'apanage des sujets du sexagénaire, comme le présentent la plupart des études que nous avons réalisées en Afrique subsaharienne et qui ont été regroupées dans une méta-analyse réalisée par Hachimi collaborateurs. La pression, les comorbidités les plus fréquentes qui ont été observées sur le plan oculaire, c'était le glaucome. 5 patients qui avaient été atteints de glaucome. Et on n'a trouvé aucune comorbidité dans 40% des cas en raison de nos critères d'inclusion. L'acuité moyenne des patients était entre 3 à 4 dixièmes. Il faut noter que la cécité légale était notée pour 15 UE. En se souvenant que dans certaines études, la cécité préopératoire peut atteindre 70%, comme dans les études qui ont été menées en Afrique de l'Ouest à des collaborateurs au Burkina. Sur le plan systémique, les principales comorbidités étaient l'hypertension artérielle et le diabète. Logique, parce que ces pathologies augmentent en fréquence avec l'âge. La cataracte la plus fréquente est la cataracte sénile, comme le montrent la plupart des études, où on retrouve cette cataracte dans plus de 70% des cas. Dans nos études, c'était 67% des cas. C'était les cataractes essentiellement immatures, les patients se faisant opérer un peu plus tôt, en raison de l'accessibilité à la chirurgie de plus en plus opportune dans les grandes villes en principe. La pression intraoculaire préopératoire moyenne était de 16,75 mm de mercure. Ganga et collaborateurs qui ont mené une étude similaire au Congo-Brazzaville avaient une pression moyenne préopératoire de 15,61 mm. Quand on comparait la pression préopératoire et post-opératoire, dans nos études, on constatait qu'il y avait une diminution significative de la pression intraoculaire par la chirurgie de la cataracte, avec une différence qui était autour de 2,50 mm de mercure et significative. On notait quand même qu'on avait pratiquement 9,6% des patients chez qui il y avait une diminution de 4 à 8,5 mm de mercure, et qui est en fait un pourcentage qui est relativement faible par ce qui est annoncé par qui est proposé par Brigido et collaborateurs, ou qui pensent que dans la chirurgie de la cataracte visant à baisser la PIO, on a pratiquement la plupart des patients qui ont une baisse de PIO comprise en 4,1 et 8,5 mm. Là, les collaborateurs trouvaient en fait une baisse pressionnelle dans 83,67% de leur cohorte, alors que chez nous, on avait une baisse dans 40% seulement de la cohorte. C'est peut-être dû au fait que nous n'avons pas discerné les cataractes qui étaient associées à une fermeture d'angle, chez qui on a le plus souvent en fait une baisse un peu plus importante, par rapport aux patients qui avaient un angle ouvert. On notait qu'il y avait une corrélation de Pearson entre l'angle préopératoire et l'angle post-opératoire, mais qui était de modéré, comme le montre le R. Quand on recherchait les facteurs associés à la baisse pressionnelle, on a retrouvé qu'il y avait pratiquement, sur le plan univarié, que la pression préopératoire qui était significativement associée à une baisse pressionnelle et les comorbidités systémiques. Mais ceci a été démenti par l'analyse multivariée où on s'est rendu compte qu'en réalité, aucun facteur n'était associé à une baisse pressionnelle. En réalité, seule la chirurgie permettait de baisser la pression intraoculaire post-opératoire. Les raisons de cette situation demeurent encore à rechercher. On pense que
en dehors de la fermeture d'angle, il doit d'autres facteurs pourraient intervenir qui expliquent la pression, la baisse de la pression intra-oculaire dans les cataractes à angle ouvert ou même dans les hypertonies oculaires et qui reste donc à démontrer, comme le montre Schweitzer et collaborateurs. Que pouvons-nous donc en retenir? C'est qu'il reste une interaction qui est fréquente entre la cataracte et le glaucome, les deux pathologies étant liées à l'âge. Un patient de cataracte sur 5 est porteur d'hypertonie oculaire et qu'il y a une réduction significative et réelle entre la pression intraoculaire par la chirurgie de la cataracte, quel que soit l'état de l'angle iridocornéen. Nous n'avons pas trouvé dans notre étude de facteurs associés à cette baisse dépressionnelle en dehors de la chirurgie de la cataracte seule, qui doit donc être considérée en première intention dans les cas de cataracte associés au glaucome. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ndongo. C'est une problématique à laquelle on est souvent confronté, cataracte et glaucome. Quelle attitude adopter pour la prise en charge? La dernière communication est celle de Dr Gibia, qui va nous parler des résultats à court et moyen terme de la chirurgie réfractive cornéenne ou MICI. Merci Madame la modératrice de me donner l'honneur de terminer cette série de présentations. Aujourd'hui, nous vous présentons les résultats à court et moyen terme de la chirurgie réfractive cornéenne à Maghrabi, ICO Cameroun Eye Institute. Cette présentation n'a aucun conflit d'intérêt. La chirurgie réfractive cornéenne repose principalement sur les techniques photoablatives qui consistent au remodelage du profil cornéen par le laser Excimer, qui est un laser argon d'une longueur d'onde d'environ 195 nanomètres. On distingue deux techniques chirurgicales majeures, les techniques lamellaires, que sont le LASIK, et les techniques d'ablation de surface, que sont la PRK, le LASEK et l'EpiLASIK. Cette chirurgie est pratiquée à MICE depuis 2018, mais plus régulièrement depuis juin 2022, où nous avons effectué 3 sessions de chirurgie. Notre objectif était donc d'évaluer les résultats visuels et les complications des niveaux faibles à élevés de myopie et d'astigmatisme traités par kératectomie sous-épithéliale assistée par le laser, kératectomie photoréfractive ou kératectomie ou kératomylésus in situ au laser. Après obtention d'une autorisation de recherche par le MICE Review Committee, nous avons effectué une étude transversale et descriptive d'une durée de 24 mois, où ont été inclus les patients opérés par le LASEK, le LASIK, le PRK, avec un suivi moyen de 3 à 12 mois. La technique de LASEK consistait à la création d'un lambeau épithélial après exposition de la cornée à de l'alcool dosé à 20%, et on pelait l'épithélium. Après, l'ablation de la surface cornéenne était faite à l'aide du laser Vizix, après ajustement du nomogramme, et on continuait par l'application de quelques gouttes de mitomycine pendant 30 secondes, et après rinçage, on procédait à l'application d'une lentille de contact, pansement et des collyres. Comme vous le voyez sur l'iconographie, la technique de LASIK consiste à la création d'un volet épithélial à l'aide du microkératome de l'appareil Vizix, l'exposition de la Bowman au laser Excimer après ajustement du nomogramme et repositionnement du volet épithélial à la fin de l'intervention. Les variables analysées étaient l'acuité visuelle, non corrigée exprimée en logMAR, l'indice d'efficacité de la chirurgie, la réfraction manifeste, la meilleure acuité visuelle corrigée par les lunettes et les complications chirurgicales. Mesdames et messieurs, nos résultats. Les patients étaient majoritairement de sexe féminin, âgés de 28 plus ou moins 7,25 ans avec un suivi de 32 semaines. Les cadres et les étudiants étaient les patients les plus concernés. Et on avait une équivalence sphérique moyen préopératoire de moins 8,46 plus ou moins 36, 3,62 dioptries, avec un intervalle allant de moins 3 à moins 15 dioptries et un astigmatisme moyen préopératoire de moins 2 dioptries. Nous avons opéré 37 yeux, dont 20 yeux droits et 17 yeux gauche. L'indication chirurgicale prédominante était l'astigmatisme myopique, mais on avait aussi quelques cas, 4 yeux
d'ambliopie unilatérale ou bien d'anisométropie. 34, la technique de LASEK était la technique la plus utilisée avec 34 yeux. Et la figure 2 présente les acuités visuelles non corrigées pré- et post-opératoire. On constate qu'en préopératoire, les acuités visuelles variaient de 0,6 à 1,7 logMAR, ce qui correspond à environ à 2 dixièmes, 1 sur 50, c'est-à-dire qu'on les doit à 1 mètre jusqu'à 2 dixièmes. Et en post-opératoire à M3, les acuités visuelles variaient de 0 à 0,5 logMAR, ce qui correspond de 3 dixièmes à 10 sur 10, sans correction. L'acuité visuelle non corrigée préopératoire moyenne a évolué de 1,27 plus ou moins 0,37 logMAR pour le LASEK à plus 0,07 logMAR pour le LASIK en post-op, à plus 0,14 plus ou moins 0,16 à M3 en post-op, ce qui correspond en dioptrie d'environ 9 sur 10 en post-opératoire chez tous les patients opérés par LASEK, l'acuité visuelle moyenne. Et le LASIK, l'acuité visuelle évoluait de 1,3 logMAR pour un logMAR de 0 qui correspond à une acuité visuelle de 10 sur 10. L'équivalent sphérique en préopératoire a évolué de moins 8,62 dioptries, quittant de moins 15 à moins 6 dioptries, avec un résultat de moins 0,51 à moins 0,51 en post-opératoire M3, évoluant de moins 4,50 dioptries à plus 1,75. Tous les yeux avaient une acuité visuelle supérieure à 0,5 logMAR, c'est-à-dire supérieure à 3 dixièmes après la chirurgie, et 90% des yeux 33 sur 37 avec une acuité visuelle supérieure à 5 sur 10. L'indice d'efficacité de la technique chirurgicale était de 1,85. Les complications les plus rencontrées à J1 étaient l'ulcération cornéenne, la douleur, la photophobie. Et à M3, on avait plus le haze cornéen dans 6 yeux, les halos colorés dans 3 yeux, le syndrome sec et la régression myopique dans 3 yeux. Notre discussion, l'âge moyen rencontré dans notre étude était comparable aux données de Gad et collaborateurs en Inde et Gomel et collaborateurs en Israël, ce qui peut s'expliquer par le fait que la chirurgie réfractive est l'apanage de sujets jeunes et actifs avec un pronostic esthétique très important. L'équivalent sphérique moyen était de moins 8,46 plus ou moins 3,62 dioptries, qui correspond à des myopies myopies élevées, ce qui est comparable aux données de Cass et Al dans son étude, mais très supérieur aux données de Al-Tobaghi et collaborateurs en Arabie Saoudite. Dans notre série, nous avons pris en compte de très fortes myopies pour le traitement. 90% des yeux avaient une acuité visuelle post-opératoire non corrigée supérieure à 5 sur 10 à M sur 3, ce qui est inférieur aux données de Al-Tobaghi et collaborateurs. Cette différence pourrait s'expliquer par le fait que dans 4 yeux, on avait soit une amblyopie préopératoire ou une forte myopie supérieure à 14 dioptries chez un patient anisométropique. L'acuité visuelle non corrigée moyenne à M3 était de 0,14 plus ou moins 0,16 dioptries, ce qui est inférieur aux données de Al-Tobaghi et collaborateurs en Arabie Saoudite et pourrait s'expliquer par la prise en charge de myopie très forte et un temps de suivi limité, vu que la réfraction a tendance à se stabiliser après 6 mois. La réépitation était complète dans tous les yeux après 7 jours. On avait un faible pourcentage de haze cornéen et de syndrome C grâce à l'utilisation opératoire de vitamine C et la prescription systématique de larmes artificielles pendant au moins 6 mois. Les régressions myopiques pourraient s'expliquer par le mauvais suivi des conseils post-opératoires et le haze cornéen qui est apparu chez 6 patients. En conclusion, nous pouvons dire que la chirurgie réfractive cornéenne est plutôt efficace et sûre chez les Camerounais. Elle permet de corriger des erreurs réfractives élevées tout en préservant l'accommodation du patient.
Bien effectuées, les complications sont rares et parfaitement gérables. Cependant, une sélection rigoureuse des patients à opérer est l'élément essentiel pour en garantir le succès. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Jibia. Même comme on sentait beaucoup la fatigue en fin de journée. Professeur Mbaki va gérer la discussion. Professeur Mbaki qui nous vient du Gabon. Merci, maître. Avant de passer la parole à l'assistance pour la séance des questions, j'aimerais d'abord remercier les responsables et les maîtres de la SCOP d'avoir bien voulu nous associer à ces travaux. Et je profite de l'occasion pour remercier tous mes collègues qui nous ont reçus avec beaucoup de bienveillance. Alors, cette séance de questions va être la plus brève possible, puisque nous sommes en fin de journée. Donc, avec l'aval du professeur Bella, je pense qu'on peut s'arrêter à 5 questions maximum. C'est bon? Voilà, donc la séance des questions est ouverte. Merci, professeur. Docteur Tuyo Magrabi. Ma question s'adresse à Docteur Ndongo. Je voudrais savoir quel type de tonométrie a été utilisé pendant cette étude et à quel temps post-opératoire ont été effectuées toutes ces prises de pression intraoculaire. Merci. Merci aux différents collègues pour les présentations. J'ai une question pour Dr Jibia. Je voulais savoir si dans pour ce qui concerne l'hypermétropie, est-ce que c'est délaissé? Parce que j'ai l'impression que le focus a été fait, n'est-ce pas, sur les patients myopes. Ça, c'est un aspect. L'autre chose, n'est-ce pas, c'est est-ce que, puisque nos patients peuvent venir parfois des régions éloignées et qu'on sort, est-ce qu'il y a une sorte de, au niveau de la sélection, est-ce que pour celui qui est éloigné et veut que son patient, n'est-ce pas, soit sélectionné, est-ce qu'il y a une sorte de limite au niveau de la pachymétrie qui pourrait permettre de savoir si le patient pourrait être sélectionnable ou pas? L'autre chose, n'est-ce pas, c'est qu'est-ce qui est fait pour les aberrations chromatiques? Parce que vous avez dit, n'est-ce pas, que les complications sont gérables. Je voulais savoir, quand il arrive des aberrations chromatiques, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous gérez ça? Et maintenant, la question pour Dr Mogues, c'est you have a certification that you give to the patient, to the trainees, but the different boards will recognize that certification. Is it only the West African, or what are the different boards that recognize the certification that you give after training? Thank you very much. Merci, professeur Koki, pour la question adressée aux différents formateurs tout à l'heure de MICI. Je voulais savoir si c'était un cursus universitaire ou c'était un cursus pratique de formation. Merci. D'autres questions? Je pense que les différents orateurs peuvent répondre, donner des éléments de réponse. Docteur Ndongo, s'il vous plaît. Merci, cher maître. Merci, Dr Tuyo, pour l'intérêt porté à notre présentation. Quelle tonométrie? Nous avons utilisé une tonométrie HLR. Désolé de n'avoir pas précisé ça dans la méthodologie. Nous savons très bien que selon les recommandations de l'EGS, c'est mieux d'avoir de la tonométrie de Goldman. Nous n'avons pas malheureusement à disposition dans notre centre, et peut-être que nous allons voir ce qu'on pourra obtenir avec une tonométrie de Goldman. À quel terme? On a précisé dans la méthodologie 6 semaines pour opératoire. Il faut quand même ajouter que des études ont montré que cette période peut se modifier dans le temps, pratiquement jusqu'à 12 mois. On peut en voir, et peut-être pour cela qu'on a eu moins de réduction post-opératoire que par exemple l'étude de Ganga qui avait mesuré à 6 mois post-opératoire. Donc, la préoccupation est bien justifiée. Merci. Vous faisiez une mammo avant?
Oui, merci, cher maître, pour la question. Nous faisions effectivement une gogno, mais notre but était de voir de façon globale l'effet de la chirurgie de la cataracte, quel que soit l'angle, le détail de l'angle endocornéen. Docteur Dulia, vous pouvez répondre, s'il vous plaît, aux interrogations de l'assistance? Merci, professeur, de me passer la parole. Déjà, en ce qui concerne l'hypermétropie, dans les 3 séries, on n'a pas inclus de patients hypermétropes parce que déjà, il faut que le patient soit volontaire et aussi les critères les critères pour pouvoir être sélectionné comme patient. Parce que pour la chirurgie réfractive, dans le cas de l'hypermétropie, on ne peut pas prendre de très fortes hypermétropies, contrairement à la myopie où on peut se permettre, comme dans notre étude, d'aller jusqu'à moins 15 dioptries. Dans le cas de la correction de l'hypermétropie, on va, pour avoir un résultat optimal, il ne faut pas dépasser plus 4 dioptries. Or, des gens qui veulent se passer de lunettes, parfois, ils ont de très fortes corrections. Et pour quelqu'un qui a du plus 1, c'est difficile qu'il vienne pour se faire corriger. Parce que souvent, il voit très bien avec ses lunettes, c'est juste qu'il a les symptômes d'hypermétropie, la sténopie, les fatigues visuelles et ce qui va avec. Donc, c'est souvent difficile pour les patients hypermétropes d'avoir cette volonté de faire la chirurgie réfractive. Sauf ce qui est contraire aux patients myopes qui sont dépendants à longueur de temps de leurs lunettes et qui parfois sont très fatigués. Et c'est pour ça que parfois tu peux avoir une myopie très faible qui désire une chirurgie réfractive. Mais si vous avez un patient que vous voulez référer, je conseille pour un résultat optimal de ne pas dépasser plus 4 dioptries, puisque la correction se fait, contrairement pour la myopie, le laser s'applique sur les bords, pas au centre. Donc du coup, on ne peut pas corriger pour de très grandes valeurs. Ce qui concerne la pachymétrie, le critère vraiment très important, il faut faire la topographie cornéenne. On doit s'équiper, on doit faire des topos pour éviter la troisième question dont vous parlez d'aberration chromatique, puisque même le traitement se fait lors du VISIC, on utilise le tracker. Le traitement se fait avec un tracker pour éviter justement cette déformation post-opératoire. Limiter les astigmatismes, limiter les aberrations, les mauvaises corrections après le truc. Donc, il est important de pouvoir faire une bonne topographie, éviter, déjà pour exclure toute possibilité d'ectasie post-opératoire, une pachymétrie inférieure à 500 microns n'est pas éligible pour le LASIK. Inférieure à 480 n'est pas éligible pour le LASIK ou la PRK. Et s'assurer qu'il n'y a pas de signe d'ectasie ou bien de kératocone frustre, qui est une contre-indication obligatoire pour la chirurgie réfractive. Alors, au départ, après la chirurgie, juste le post-op immédiat, beaucoup de patients se plaignent de halo coloré. Donc, parce que déjà, peut-être le fait que la lumière entre de façon un peu désordonnée, la réfraction de la lumière les dérange, mais ces symptômes se stabilisent après le temps. Donc, avec le temps, et c'est même pour avoir la réfraction définitive du patient, il est bon d'attendre au moins 6 mois. D'accord? À J1, j'ai des patients qui ont eu 10 dixièmes aussi, très bien, mais à M6, ils se retrouvent peut-être avec une petite, déjà, myopie de moins 0,5 ans. Mais ils voient très bien, ils sont satisfaits. Donc, le succès de la chirurgie réfractive, c'est une chirurgie très exigeante. Il faut des critères, il faut bien sélectionner son patient et avoir l'équipement pour ça. Et le suivi post-opératoire aussi, le conseil, le counseling est très important. Le patient qui ne mettra pas ses colis parfaitement va développer le haze. Et le haze cornéen, déjà la technique qu'on utilise limite beaucoup le haze. Le haze, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est comme du flou.
au niveau de la cornée. Donc ça fait comme une opacité, une légère opacité au niveau du stroma antérieur, et ce qui diminue l'acuité visuelle du patient. Donc pour pouvoir faire cela, déjà la mitomycine s'est instillée au cours de l'opération, limite beaucoup cela, mais il faut un bon suivi post-opératoire et un respect des prescriptions pour un résultat optimal. Merci. Merci, docteur. J'en profite pour poser une question. À mon époque, on faisait beaucoup de chirurgie. On faisait beaucoup de kératotomie radiaire. Ça ne se fait plus du tout pour la chirurgie de la myopie. C'est quand même rare, mais les études, ça se fait, et surtout... C'était les premières interventions réfractives. Je suis d'accord, professeur. Mais aussi, je pense que on a vu qu'avec le temps, la kératotomie radiaire, ça ne corrige pas... c'est pour des astigmatismes inférieurs à -3, -4 dioptries, ça ne corrige pas beaucoup. C'était même pas pour les astigmatismes, c'était pour diminuer la myopie. On faisait les incisions radiaires sur pratiquement... Ça, je n'en vois plus. D'accord, vous êtes trop jeune pour connaître ça. D'accord. Voilà, docteur Mogues. Thank you. If I understood your question, it is about certification, isn't it? So, you know, when we have a trainee, when we are giving a certificate, that certificate is recognized by West African College of Surgeons. The West African College of Surgeons have came to MISE, a candidate, a group, and evaluated the institute, and they accredited us to conduct a small incision cataract surgery. One. Second, the facilities, the availabilities, the number of patients, the volume, the operation theater, all these are included into the certification. At the same time, it is not only, it is cataract surgery, but we have a rubrics from Ophthalmology Foundation that we follow. And that rubrics is recognized and per se everywhere when you are conducting cataract surgery, you have to follow that one. What I'm telling is, it is not only a small incision that we are giving the hands-on. We have a formative assessment and a routine feedback. Feedback is everywhere, in the wet lab, dry lab, hands-on, and observation. And we have a library next to the wet lab. We have all the CDs, we have all the videos. And that is why the West African College has accredited MISE for this training. If you ask me who is the signature, is the CEO and 2% and Dr. Ted to sign on the certificate that we issue. That is. And personally, when I see the M6 trainees who left, they are very content, they are very confident, because we follow, it is not the technique, but how to make a decision. That is the point. Making a decision, selecting of patients, involved in the post-operative management. When we see all this situation, it is
it is an academic character or conduct that we are following. That is what. The second one, you have to answer, maybe you have to add on this issue, about, it's okay. Well, thank you very much. I don't know whether the question was directed to me, but regarding, we have 2 types of training for doctors at the hospital. We have short courses specifically to develop some skills, such as M6, people who come for ophthalmic imaging, and so on. But also we have an ophthalmology residency and fellowship program accredited by the West African College of Surgeons. And we are lucky to have in this meeting the ophthalmology faculty chair, Professor Owoye, who is attending Cameroon Society of Ophthalmology. Thank you. Dr. Kandar, is it your question? Yes. You want to add? Professor, can you repeat me your question, please? Yeah. What we follow for the surgery, for the M6 training, isn't it? That is the question. It is difficult for me to answer whether we are a university syllabus or not, but what we follow as an institute training center, we have all the communication. Maybe I don't know that background. Dr. Henry, maybe you have an answer for this? I don't know, or any colleague who can answer for me, because The input I want to give is that they are, at times we emphasize a lot about certificates. If somebody is an ophthalmologist and you want to sharpen your skills in surgery, you go there and you sharpen your skills. It's not, they don't make you double ophthalmologist. They make you a qualified surgical ophthalmologist. That is it. It's not about whether you take the certificate to go to another university again or so. It's just for you to be able to do what you are supposed to do in a better way. Yeah, that is it. Okay. Merci. Je vois qu'on est fatigué, mais on a envie de continuer. Je voudrais sortir de là en remerciant beaucoup le MICE. Je pense que c'est une opportunité pour le Cameroun et la sous-région pour la formation. Je pense qu'il faut diffuser un peu plus quelles sont les modalités pour pouvoir avoir accès. Je sais que vous avez des bourses. Comment on fait pour savoir qu'il y a des postes? J'ai vu qu'il y a une planification là sur l'année. Donc l'information devrait, même s'il n'y a pas de partenariat officiel, mais je pense que les ophtalmologistes confirmés et ceux qui sont en formation doivent pouvoir bénéficier. Les infirmiers spécialisés en ophtalmologie, les opticiens réfractionnistes, les maintenanciers, les anesthésistes pédiatriques. Je pense que vraiment, le MICE est une opportunité pour le Cameroun et pour la sous-région. Il faut qu'on exploite ça au maximum. Nous avons, je ne vais pas revenir sur la qualité des présentations que nous avons eues. Nous avons eu des informations très intéressantes. Et je voudrais féliciter tous les orateurs. Merci à l'équipe de rapporteurs. Merci beaucoup à professeur Mbaki qui nous a secondé dans cette modération. Merci à tous d'être restés si tardivement.